là, on va pouvoir commencer. Et avant de commencer, je vais quand même prévenir nos followers sur Twitter que l'on est ensemble. Voilà, c'est fait. Ils sont prévenus. Si vous voulez retweeter, d'ailleurs, vous pouvez le faire comme ça, vos propres. J'ai mis d'ailleurs le hashtag Challenge Heure de François. Si vous voulez le retweeter, comme ça, on aura peut-être un peu plus de monde dans les minutes qui viennent. Il y a Pierre Careil, d'ailleurs, qui vient de nous rejoindre, je vois. Pierre, si tu veux nous rejoindre dans la fanbox, je l'appelle comme ça, hein, c'est un petit peu improvisé, ne te gêne pas et on va pouvoir interviewer, bien sûr, François et Jérémy sur le contre-la-montre. J'ai intitulé ça, c'était un peu viral, enfin un peu provoque même. Ce premier débat, cette première discussion, le contre-la-montre, talon d'Achille des Français, point d'interrogation. J'insiste, point d'interrogation. Je n'émets pas un jugement de valeur. Justement, c'est la question qu'on va se poser. Ça nous permettra aussi de parler de ces chronos et de ces performances dont on ne parle pas toujours. Alors, Blab, je ne sais pas si vous le connaissez. François, tu en avais déjà entendu parler. Jérémy aussi, non? Pas du tout? Non, pas du tout. Ouais, je suis allé le voir une fois là, pendant le Tour de Grande-Bretagne. J'étais curieux de voir ce que c'était, donc je connais un tout petit peu, ouais. D'accord. Bon, écoute, c'est quelque chose qu'on découvre un peu de jour en jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus ce genre de plateforme, y compris d'ailleurs sur Facebook, Twitter, puisqu'on pourra mettre des liens avec Facebook, Twitter. Je sais que Periscope permet de le faire depuis très peu de temps. Bref, c'est des choses qui se développent et on voulait tester ça et justement essayer de voir si c'était intéressant. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. François, tu étais à l'entraînement il y a quelques instants. Tu es à Aguascalientes au Mexique depuis une semaine et tu as battu le record de l'heure, ton propre record de France, on va dire. Même si maintenant, au niveau des amateurs, je crois que tu as la marque la meilleure, tout amateur confondu. 50 844, c'est ça, 50 km 844 dans l'heure. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, donc j'ai amélioré mon record de 1 km 400. C'était mon record à Roubaix que j'avais établi en avril et c'était 49 408. Tu arrives à t'y retrouver dans tous ces chiffres-là? Ouais, ça va. Jérémy, t'en penses quoi de cette performance en altitude? Il faut le préciser, puisque Aguascalientes, c'est quoi? C'est un peu moins de 2000 mètres d'altitude, c'est ça? Ouais, c'est à 1900, ouais. Ouais, c'est une très belle performance. On peut féliciter François. Merci. Je le suis, on a couru ensemble depuis je le connais de longue date. J'ai suivi toute sa préparation, déjà pour son premier record, son deuxième record. C'est recherché, il cherche le moins de détails et c'est pas anodin qu'il cherche le record. Je pense qu'il améliorera encore demain, je crois, ta prochaine tentative. Ouais, c'est ça. On est à la veille. Tu vas prendre un peu plus de risques encore et tu auras une belle surprise. Non, et puis Jérémy, je savais que j'avais contacté Jérémy il y a quelques temps aussi parce que je sais qu'il est au point sur tout ce qui est aéro, tout ce qui est un peu technique, tout ce qui est matériel. Et c'est vrai que Jérémy m'avait donné quelques tuyaux. C'était l'hiver dernier, je crois. Et c'était sympa, c'est super sympa de pouvoir échanger avec des pros qui vont souvent en soufflerie et puis qui connaissent la technique et les petits détails. Donc voilà, merci Jérémy aussi pour les conseils qui sont toujours au top. J'étais un peu jaloux parce que j'aurais bien voulu moi-même tenter le record de France, mais ça n'a pas pu se faire au matériel et disponibilité pour l'équipe. C'est vrai ça? Quand tu dis que tu as été tenté par le record de France, à quel moment et jusqu'où es-tu allé dans ce désir? J'ai commencé à y penser juste avant qu'ils changent le règlement. En fait, j'avais fait un test à Roubaix en vélo classique. Vélo, c'est-à-dire sans prolongateur. J'étais avec un autre coureur de l'équipe qui était intéressé aussi. Et en fait, il n'y a pas eu trop de suite. On attendait un vélo en développement qui jamais arrivé. Puis après, le règlement a changé. Ça n'intéressait pas forcément plus que ça la direction sportive de l'équipe. Donc, ça a été mis de côté. Bon. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si Jérémy, tu as lu ça, que Sylvain Chavanel aussi était intéressé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je lui ai proposé de nous rejoindre. Bon, je crois qu'il ne pourra pas,
Parce que précisément, il est sur la piste. Il s'entraînait ce soir. Alors, c'est pas à Bourges, puisqu'à Bourges, je crois que l'événement qui était prévu a été annulé. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Mais il est en train de s'entraîner. Je crois que ce soir, il était sur la piste de Poitiers, il me semble. Il avait réservé. Il m'a dit, comme j'ai réservé, je peux pas être. C'est à peu près à cette heure-ci. Je peux pas malheureusement être avec vous. Ouais, effectivement, il s'entraîne régulièrement sur piste en ce moment, en vue des championnats de France de poursuite. Ouais. Il ambitionne sûrement de faire les JO poursuite par équipe. Et c'est vrai qu'il peut tenter aussi, il aurait bien voulu tenter le record de l'heure cet hiver. En plus, l'expérience de Brundle l'hiver dernier, il a battu le record de l'heure de Boy. Il pouvait bénéficier du matériel qui avait été développé pour l'occasion. C'est vrai que ça aurait été une bonne opportunité qui s'étalonne sur la main. Est-ce qu'on peut situer le record à un niveau précis? Bon, on sait que Wiggins a quand même bien plombé bien plombé. Il a quand même mis la barre très haute chez les pros, puisque lui, il a réalisé à Londres, donc au niveau de la mer, hein, pas en altitude comme se trouve actuellement François. Wiggins a mis la barre à 54 500, hein, j'arrondis un peu les chiffres volontairement, 54 km et demi dans l'heure. Est-ce que, Jérémy, toi, tu situes cette limite à peu près où? Et après, je poserai la même question à François. Alors, j'en ai aucune idée parce que du coup, j'ai jamais fait de test sur le vélodrome avec un vélo de contre-la-montre. J'ai du mal à me rendre compte. C'est vrai que c'est une grosse performance par rapport aux autres qui tentent leur record de l'heure ou qui ont tenté. Du coup. Je saurais pas quantifier, vu le personnage en plus, un grand talent. Je pense que c'est là une limite assez haute. François, moi je savais que je me suis intéressé forcément un peu aux chiffres, notamment des watts là, ces derniers temps. Et moi je m'appelle pas Wiggins, j'en suis très loin de son niveau et c'est un phénomène du vélo. Mais je pense qu'il a fait c'est énorme ce qu'il a fait. Il a fait une performance vraiment énorme et ça risque d'être dur de le battre. Pour le record du monde, ça risque de dire de le battre pour l'instant. Ça va tenir au moins quelques années, voire peut-être dizaines d'années, parce que déjà c'est un spécialiste de la piste et il a placé la barre très très haut. Moi j'ai été un petit peu surpris qu'il le tente au niveau de la mer, parce que bien sûr il était chez lui, il y avait du monde pour l'encourager et puis il y avait du business aussi à faire, parce que je crois que il a vendu les places vite et cher. Mais s'il avait tenté en altitude, à mon avis, bien acclimaté, bien entraîné, et à mon avis, il aurait tapé encore plus haut. Voilà, j'étais un peu surpris parce qu'il parlait beaucoup dans ses interviews de pression de l'air. Le jour où il l'a fait, apparemment, c'était pas forcément le jour idéal au niveau de la pression de l'air. Il faisait tout un peu trop beau pour avoir une pression de l'air assez basse. Et du coup, il a battu au niveau de la mer, mais voilà, ça va être dur de le battre, à mon avis. Il faudrait vraiment un autre gros moteur et en altitude. On a une petite. Je ne sais pas si, Jérémy, tu ressens aussi un petit problème de liaison. On a compris ce que tu disais, mais le son est un petit peu moins bon. Donc ça, j'en profite pour dire qu'on est dans quelque chose qui est quand même encore assez expérimental, avec une bande passante qui est parfois assez aléatoire. Je ne sais pas si à Aguascalientes, la bande passante est bonne, mais apparemment jusqu'à présent elle est bonne. Donc on peut avoir comme ça des soubresauts. Toi, tu es à Tours, hein, Jérémy, il faut le préciser, tu es chez toi. Oui, je suis rentré hier. D'accord. Et donc tu es rentré, tu as fait le contre-la-montre par équipe. Le sujet sous-jacent, ou la question plus exactement, c'était aussi de vous demander s'il ne se passe pas quelque chose en ce moment dans l'exercice du contre-la-montre, d'une manière plus générale, au-delà de ce record de l'heure. Est-ce que les Français ne sont pas en train de prendre conscience quand même qu'il y a eu un certain désintérêt de la discipline pendant longtemps et qu'il faut peut-être corriger ça? Alors, en m'adressant à vous, je ne m'adresse pas aussi forcément aux bonnes personnes, puisque l'un et l'autre, vous démontrez, et pas forcément depuis hier, on est bien d'accord, que votre intérêt pour le contre-la-montre n'est pas quelque chose de fin, puisque c'est quelque chose que vous pratiquez avec des ambitions depuis longtemps. Je salue Pierre Carey qui nous a rejoints, qui a allumé sa lampe de poche pour qu'on voit son visage, c'est très bien. Et bienvenue Pierre Carey, donc Direct Vélo et bien sûr auteur d'un certain nombre d'ouvrages, on le connaît bien.
Avant de passer la parole à Pierre, peut-être une réponse. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème concernant justement la relation qu'on a par rapport à l'effort solitaire en France? Et est-ce qu'on ne fait pas un petit complexe par rapport aux meilleurs rouleurs étrangers? Jérémy. C'est assez culturel quand même, parce que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons notamment, il y a énormément d'efforts contre la montre, individuel ou duo. Et bien qu'en France, au duo normand, l'une des rares épreuves chronométrées en France, la majorité des participants, c'est quand même des Anglais. Donc, il faut s'interroger sur ce point-là. Je pense qu'il faudrait quand même multiplier ce genre d'épreuves, pour la montre individuelle, duo, trio, éventuellement. Il y a aussi une vraie formation derrière avec des vrais éducateurs, parce que c'est vrai qu'on peut être vite dégoûté de la discipline si on ne fait pas les bonnes stratégies de course. Il faut partir à bloc et exploser au bout de 7 km, je pense que le coureur n'est pas trop envie de s'investir. Et qu'il soit dégoûté de sa performance, il ne comprenne pas ce qui arrive. Donc c'est un travail de fond, de formation, et au fur et à mesure, on peut apprendre à aimer cet effort et pas se faire. François, est-ce que tu penses que dès les amateurs, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence par rapport à la culture qu'on trouve dans d'autres pays? Pas tous, Pierre nous dira tout à l'heure, puisqu'il nous l'écrivait, et j'en profite pour lire sur la sidebar, pour lire quelques commentaires. Et Pierre nous disait, il y a quelques instants avant d'apparaître sur cette mosaïque, qu'en Italie, c'était pas mieux qu'en France. Est-ce que toi, tu as l'impression que chez les amateurs, le travail est mieux fait peut-être dans d'autres pays? Au niveau de la formation dans cette discipline de l'exercice solitaire? Alors, je connais pas vraiment ce qui se fait dans les autres pays. Je vois forcément la Grande-Bretagne parce que c'est une des références en contre-la-montre et sur la piste. Je crois que les jeunes font beaucoup de pistes dès leur début. Moi, je vois juste en amateur. Il y a eu quelques années où la Fédé ou les instances ont décidé de mettre beaucoup de contre-la-montre dans le programme. Même à nous en bourrer toute l'année, des contre-la-montre par équipe, des contre-la-montre individuels. Donc c'était plutôt pas mal, mais il fallait s'organiser pour les équipes parce que niveau matériel c'était compliqué. Je crois que c'était il y a 2 ans, on avait des contre-la-montre à tir-larigot. Et puis l'an dernier, tout d'un coup, plus de contre-la-montre, plus aucun contre-la-montre, plus rien. Donc je sais pas, je suis toujours surpris de voir ces choses-là. Après, il y a peut-être pas d'organisateurs qui sont intéressés par l'organisation de contre-la-montre, mais je crois qu'il n'y a pas pour l'instant, il y a pas une réelle volonté d'organiser et de faire des coupes de France contre la montre, de faire des choses pour qu'on s'améliore. Donc c'est encore un peu, c'est pas dans les mentalités, quoi. Ça traîne un petit peu et c'est vrai que c'est dommage parce que si on voit sur les grands tours, il faut quand même rouler vite, quoi. Nous, des Français qui jouent les classements généraux. Parfois, ça se joue sur les contre-la-montre assez longs. Donc, je pense qu'il manque chez les amateurs, en tout cas, de la formation. Et puis des courses, quoi. De toute façon, il manque des courses avant tout. Des courses contre la montre, il y en a très peu. Et le duo normand, oui, mais en courte saison, on n'en a pas, quoi. Donc c'est Pierre, je te laisse la parole. Je rappelle que tu es donc le fondateur de Direct Vélo. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que sur la toile, beaucoup de gens le savent évidemment. Et également chroniqueur régulier pour Libération, le quotidien Libération. Pierre, comment tu réagis aux propos de François, toi qui connais si bien le cyclisme amateur? Ouais, on a quand même quelques épreuves, heureusement. Il y a un écho. Ouh, il faut que tu baisses, il y a un écho terrible. Pardonnez-moi. J'en profite pour faire une petite remarque sur le plan technique. Je crois vraiment que le main libre est recommandé. Si vous l'avez pas trop loin, n'hésitez pas à le prendre. Ou alors, Pierre, peut-être que tu avais un haut-parleur qui était branché, je ne sais pas. Vous m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais. Oh. Non, c'est pas mieux. Je vais trouver une solution. Bon, Jérémy, toi, justement, en attendant que Pierre règle le petit problème technique, est-ce que tu avais cette impression chez les amateurs que le souci et les contraintes et justement tout ce qui est lié à cet exercice si particulier, peut-être un problème de moyens aussi, j'en sais rien, a nui et continue de nuire d'une certaine façon au niveau des Français dans l'exercice du chrono? C'est sûr, pour s'équiper en matériel de contre-la-montre, ça coûte excessivement cher. Le vélo, les roues, éventuellement le casque, le filet, la connexion, c'est très cher.
là. Après, il y a la logistique pour les équipes. En amateur, on n'a pas non plus énormément de moyens. Donc, on met les vélos, on en les c'est aussi une contrainte. Bon, il n'y en a pas tant que ça des contre-la-montre. Comment on peut faire pour arranger ça? Comment on peut faire? Est-ce que c'est pas au monde pro justement d'aider un peu le cyclisme amateur sur ce plan-là particulier? On le fait déjà avec quelques jeunes, soit de la Fondation FDJ, soit de la U19 Between, qui prêtent des vélos, des chronos, des anciens vélos de l'équipe. Tu sais si ça se fait dans les autres équipes aussi, si elles le font vis-à-vis de... Sûrement des réserves directes des équipes pro comme Grandville ou Chambéry. Mais attends, c'est super cher, Jérémy. Cette année, les clubs de DN1 étaient vent debout contre l'organisation d'une manche de Coupe de France sur piste, parce que la fédération a l'idée de proposer une manche de Coupe de France route sur la piste, avec cette idée qu'on allait peut-être inciter un certain nombre de coureurs à aller tenter la poursuite par équipe, mais aussi développer des qualités d'endurance qui peuvent servir dans le chrono. Et les clubs, parmi les arguments qu'ils avançaient, il y avait clairement le budget. Des vélos sur route, aujourd'hui, ça coûte cher. Il y a des clubs qui sont dans une difficulté critique. Les clubs de D1 vont au-devant de difficultés croissantes. Et si en plus, on leur demande d'avoir un parc de vélos chrono, toujours à la pointe, c'est un vrai problème. Il y a un certain nombre de clubs qui, aujourd'hui, ont des vélos qui sont pas spécialement de première jeunesse en chrono. Non, mais c'est ce que je disais, c'est exactement ce que je disais, que le budget était énorme pour le contre-la-montre. Certaines équipes, du coup, étaient parrainées, entre guillemets, par des équipes pro. Ou sinon, pour le monde amateur, enfin, au moins chez les jeunes, le vélo de contre-la-montre doit être interdit ou est interdit, je crois, pour les championnats nationaux. Enfin, c'était comme ça. Alors, on a perdu François. Il va revenir. Hein. Je vois qu'il me lance un appel pour que je l'admette à nouveau. Voilà, c'est impeccable. Ça va remarcher, je pense. Merci Pierre d'avoir éteint ton aspirateur. C'est formidable. On t'entend beaucoup mieux maintenant. C'est une blague, hein, évidemment. Toujours très mauvaise, comme d'habitude. On va revenir quand même dès qu'on aura François sur la perf de François et sur la façon dont parce qu'on parlait justement des moyens qui manquent et François justement là-dessus. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais t'es quand même capable tout seul avec son environnement, évidemment, son club, de monter une opération qui est sûrement très coûteuse pour aller en altitude et essayer de mettre la barre très haut. D'abord, est-ce que tu penses que le record de l'heure, j'en reviens un instant sur le record de l'heure. L'avenir du record de l'heure, c'est en altitude. Est-ce que justement on doit faire deux records différents? Est-ce qu'on doit justement là aussi avoir une forme de contrainte supplémentaire pour pouvoir mettre la barre très haut? Parce que Wiggins, il l'a battu au niveau de la mer, mais demain, son adversaire principal, je sais pas qui il sera, mais s'il va en altitude, il a plus de chances évidemment de le battre. Oui, bah c'est vrai que les conditions de l'altitude sont reconnues de longue date avec une pression moindre, du coup une pénétration dans l'air un peu moins difficile et une performance censée être plus élevée si le coureur a réussi à s'adapter à ces conditions d'altitude justement. Donc c'est vrai que pour battre Wiggins, je pense qu'il faudra en passer par là, essayer d'optimiser ces points-là pour faciliter le record entre guillemets. Après, comme tu le disais, se pose la question du double record. À quel moment on catégorise en altitude ou en record au niveau de la mer, à partir de quelle altitude? Alors François vient de revenir avec nous. Petit problème technique, on va dire. François, on était juste en train d'évoquer ton cas et on va te faire parler sur ce record que tu as déjà battu 2 fois, que tu espères rebattre demain. On disait que justement les problèmes financiers, tu avais réussi quand même à t'en accommoder parce que j'imagine que ce type d'expédition dans laquelle tu ne t'es pas aventuré seul a quand même un certain prix. Et comment tu as fait justement pour financer tout ça? Donc le premier record, on a eu la chance de tomber sur un ami que je connaissais qui avait un gros carnet d'adresses dans le travaux public. Donc lui, il a fait marcher. Là, on parle de Roubaix. Ah d'accord.
Ouais, de Roubaix. Ouais, Non, oui, je on sais parle de pas. Roubaix. Ah non, tu Pour parlais. Roubaix, déjà, ça a été un gros D'accord. budget pour Roubaix. Et là, bien sûr que ça a multiplié le budget pratiquement par 2 pour venir au Mexique. C'est quoi le budget? Le budget total pour les 2 records, c'est 100 000 euros. Ouais, Ah ouais. quand même. Donc, en plus, on est une dizaine de personnes. J'ai un staff de 9-10 personnes autour de moi. Donc, bah voilà, forcément, que c'est un voyage qui revient très cher. Il n'y a pas que le voyage, hein, forcément. Il y a aussi, faut payer les gens, il faut payer les commissaires, il faut payer la location de la piste, les contrôles antidopage, etc. Donc, voilà, le déplacement au Mexique, c'est autour de 60 000 euros, quoi. Donc, on a réussi à trouver des partenaires qui étaient motivés pour me suivre. Et bah, je les remercie là pour l'occasion. Mais bon, voilà, quoi. C'est sûr que c'est un énorme budget, quoi, d'aller aussi loin de chez soi. C'est énorme. Si vous voulez réagir, je pense aux gens qui nous suivent et qui peuvent bien sûr s'exprimer en posant des questions au moins en ligne. Vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Je salue d'ailleurs tous ceux qui nous ont rejoints. Hervé qui est un habitué, Émilie également, Boris. Bon, bref, ce sont des gens qu'on a déjà eu l'occasion de voir et qui sont assez présents sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à profiter de la présence de François et de Jérémy pour poser des questions. Et de Pierre aussi. Pierre, peut-être plutôt dans le rôle de l'intervieweur, toi aussi, qu'est-ce que tu aurais, il y a des questions que tu aurais envie de poser à François, justement concernant cette tentative, ou peut-être par rapport à la nouvelle tentative à laquelle il va s'attaquer demain. C'est énorme ce que tu fais, mais tu as déjà expliqué que ça faisait 5-6 ans que tu travaillais dessus. C'est un projet que tu mènes, j'ai l'impression, à la fois comme un athlète, mais aussi comme presque un entrepreneur, un manager. C'est vrai que tu as aussi une activité à la fois dans le coaching et puis commercial, je crois, à côté. Donc finalement, monter un projet comme ça, il y a l'athlète, l'amiro, et puis il y a finalement le manager. Et donc, il faut vraiment une personnalité aujourd'hui, en tout cas quand on est coureur amateur, qui soit vraiment très, très peut-être hors du commun, parce que justement, tu dois aller chercher tout cet argent avec les dents. Concrètement, tu as mis combien de temps, toi, à réunir le budget, le staff? Alors, je me suis entouré de gens qui ont compté dans ma carrière, des gens que je connaissais bien, en qui j'avais confiance. Le staff, il y a déjà des personnes avec qui je travaillais, avec qui j'avais ce projet-là depuis 4, 5, 6 ans. En fait, on en parlait déjà un petit peu, mais bon, il n'y avait rien d'officiel, mais on en parlait un petit peu. On avait préparé ça plus mentalement, et puis voilà, mais on ne se rendait pas compte du prix, du coût de tout ça, parce que c'est énorme. Après, le budget, on l'a réussi à le trouver en un an. En fait, moi, ça fait vraiment un an que je me suis consacré. Depuis un an, je me consacre qu'à ça, en fait. Je vis pour ça. Je pense qu'à ça jour et nuit. Et voilà, ça fait un an que je suis à fond là-dessus et qu'on en discute. Et ouais, j'ai vraiment de la chance de pouvoir compter sur des gens en qui j'ai vraiment confiance. Et honnêtement, dans cette équipe, dans ce staff, il y a une âme. Et ça se sent de l'extérieur quand le public vient nous voir. Ils nous dit, bah voilà, on a l'impression qu'il y a une sacrée ambiance. J'ai de la chance et comme je dis, je suis jamais passé professionnel et bon, j'ai pas forcément de regrets par rapport à ça, mais je sais pas si j'aurais pu vivre ça si j'avais été professionnel, parce que, enfin, Jérémy pourra peut-être me dire si je dis une erreur, mais quand on est professionnel, on est obligé de faire avec les gens qui sont autour de nous dans l'équipe. Et là, vraiment, j'ai choisi les personnes que je voulais, le soigneur, le mécano, l'entraîneur, le manager, ma psy du sport. Enfin voilà, j'ai choisi toutes les personnes qui m'entourent et ça honnêtement c'est notre force et moi je vis un rêve, hein, honnêtement c'est un truc de fou que je suis en train de vivre. Alors justement, lors de ta première tentative en altitude, François, tu avais mis la barre assez haut. Tu l'avais mis à combien? 51, c'est ça? Non, j'étais parti sur un 51,5 en table de marche. Ouais. Donc 51,5, 51 km 500. Et en fait, t'as pas pu tenir ça. C'est quand? C'est le dernier quart d'heure qui a été trop pénible. C'est ce que j'ai lu hein, dans tes déclarations. Ça a été même un peu plus tôt en fait. La température a augmenté très très vite. Il faisait 31 degrés en fait. Les 25 dernières minutes, il faisait 31 degrés. J'ai fait 20 minutes en apnée. Honnêtement, j'avais l'impression que mes poumons se remplissent plus d'air, donc ça a été très très dur. Et c'est la température qui a été un frein
à frein en fait. Et je me suis vite rendu compte que j'allais pas tenir mon allure qui était prévue. J'ai limité la casse. Après, je me suis dit dans ma tête, il faut que je fasse le moins 51. Mais honnêtement, j'ai vraiment souffert de la chaleur et ça a été dur. Donc là, en fait, du coup, on va partir plus tôt demain pour avoir une température plus fraîche et pour pouvoir développer plus de watts parce que je pense que quand il fait vraiment trop chaud, on perd environ 10%. Sur une piste, on n'a pas d'air, on est un milieu clos, donc on perd beaucoup de watts quand il fait chaud. Et la piste d'Aguascalientes, c'est une piste aussi belle que celle de Roubaix, plus belle peut-être même encore? Elle est différente. Le dessin est magnifique. Hein, honnêtement, on a voulu savoir en quoi elle était faite, en quel bois elle était faite. Ici, c'est secret, donc ils veulent pas donner la composition de la piste. T'en piques un morceau, puis tu le ramènes, ouais, on verra vrai. ça. Ouais, mais ils veulent pas. J'ai demandé, mais ils veulent pas. Donc, elle est très rapide. Le bois est magnifique et comment dire, ça renvoie très bien en fait. En entrée de virage, on prend de la vitesse et quand on sort du virage, on en reprend encore. Donc moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Honnêtement, la première fois que je suis monté dessus, j'avais pratiquement 15 heures d'avion dans les jambes. Je suis monté dessus. C'était presque facile le vélo. J'exagère, mais voilà, c'est énorme. C'est génial. Et tu as croisé Molly Van Oeverling, qui a battu le record de l'heure féminin, le hasard des calendriers, parce que je pense que vous ne vous étiez pas concertés. Elle a battu le record féminin en 46 km 274, cette américaine, donc qui est complètement inconnue, je crois, du grand public, même peut-être de Pierre Carré, si vous dire, et qui a réussi quand même à mettre la barre très haut, alors que c'était un record qui était un peu tombé en désuétude, lui aussi, après Longo, après Léontine Van Morsel. On n'en avait plus entendu parler chez les dames, vraiment. Je ne l'ai pas croisée, mais j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec elle et son mari qui s'occupe de sa préparation, notamment au niveau des relevés de température et de la pression atmosphérique. Et lui, il avait pas mal relevé tout ça. Mais cette semaine, nous, on est tombé sur une semaine qui était très très chaude. Et on pensait qu'en partant à 11h, on n'allait pas forcément avoir très chaud, mais on a eu très chaud. Elle, je sais qu'elle a démarré sa tentative le soir à 19h. Donc 19h en local mexicaine. Bon, moi, ça aurait posé des soucis parce que ça me décalait vraiment trop par rapport à mon rythme biologique de France, quoi. Mais elle a commencé donc vers 19h et il devait faire 25 degrés et la température diminue très vite. Donc elle a dû finir dans les 21 degrés. Donc c'était quand le corps était plutôt en surchauffe à cause de l'effort, la température a diminué. Donc elle a jugé plutôt bon de faire comme ça, quoi. Et toi, Jérémy, ça peut être que tu aimerais faire un record de l'heure dans ta carrière, peut-être sur la fin d'ailleurs. Moi, j'ai pas entendu le début. Tu aimerais, toi, tenter le record de l'heure? Oui, ce que je disais tout à l'heure, j'aurais bien voulu le tenter déjà avec l'ancienne version à la Eddy Merckx avec les mains dans le creux du sein. Maintenant, je pense que la marque est trop haute pour pouvoir le tenter. Ça me paraît difficile de le battre. Est-ce que le record de François te paraît accessible? Est-ce que tu as envie de t'attaquer à celui-là? Pas dans l'immédiat, non, parce que c'est vrai que j'étais intéressé, mais après, vu les difficultés que j'ai rencontrées pour pouvoir mettre ça en œuvre, après, il faudrait que je sois indépendant comme François, en fin de carrière, mener mon projet de A à Z. Mais du coup, dans l'immédiat, je m'y projette plus. Mais les équipes veulent pas. Hein. Movistar, par exemple, réfléchissait à un nouveau record avec Alex Dowsett. Eux, ils sont persuadés qu'il peut aller encore plus loin que Wiggins. Mais force est de constater qu'ils l'ont toujours pas mis sur la piste. Ils n'ont pas réussi à lui trouver du temps. Dowsett, voilà. Il n'était pas au top de sa forme. Ils l'ont quand même envoyé au Tour de France parce que ils veulent l'amortir à mort. C'est un bon rouleur dans une équipe sur route. C'est vrai qu'une équipe sur route, c'est aussi des courses sur route avant tout. C'est un calendrier. On est payé pour faire des courses sur route. Et comme disait François, de toute façon, c'est un gros budget aussi à dégager. Hein. Donc, faut pas croire que les équipes roulent sur l'or. Il y a des budgets prévisionnels, faut les respecter. Et des fois, c'est quand même limite pour finir les années. Et voilà, c'est une entreprise à part entière. Donc, ça se prévoit quand même de longue date, à moins de trouver des partenaires privés
pour financer le record, mais ça, c'est encore une autre histoire. François, c'est des partenaires uniquement privés qui t'ont soutenu pour cette tentative? Ouais, c'est uniquement des partenaires privés. Il y a déjà il y a mon équipe Team Vulco Vanvelin, et puis après c'est uniquement des partenaires privés, des connaissances que j'avais où on est allé démarcher aussi. Mais ouais, c'est pratiquement uniquement du privé, quoi, parce que maintenant ça marche que comme ça, quoi. Dis donc, t'as pas une campagne de financement participatif en cours? Si, ouais, si, bien joué Pierre. Sur Sur Internet l'autre jour. Là. ouais, sur Sponsorise Me, ouais, il y a toujours la cagnotte est toujours ouverte, ouais, donc. Bon, il y a 12 personnes qui t'ont entendu, hein, écoute, pour l'instant. Mais il faut savoir que ce que l'on est en train de faire sera sûrement revisionné après, davantage d'ailleurs que par rapport aux gens qui sont là. Il faut savoir aussi que l'horaire qu'on a voulu concilier un peu avec tout le monde tombe en même temps que la diffusion des championnats du monde élite, même si on n'est pas encore, même si les meilleurs ne sont pas encore, je crois, tous partis, peut-être bien maintenant. Hein. Donc, et pour info, d'ailleurs, au moment où je vous parle, le meilleur temps, apparemment, c'est Bialoboki qui. Non. Oui, si, c'est bien lui, apparemment, qui a le meilleur temps devant Hepburn. Hepburn n'est plus que troisième. Cummings a le deuxième temps. Bon, voilà. Mais tout ça, pour l'instant, c'est encore beaucoup trop tôt, évidemment, par rapport à ce qu'on pourra en dire tout à l'heure. Alors, des questions, et puis après, on va conclure parce que. D'abord, vous êtes très aimable d'avoir voulu jouer le jeu sur cette première tentative. Il y en aura beaucoup d'autres derrière. Alors, les questions. Boris, qui a assisté, François, à ton record visiblement à Roubaix, te demande si dans ton approche et dans tes derniers entraînements, tu as changé ta préparation en raison de l'altitude que tu es venu trouver ici au Mexique. Oui, forcément, parce qu'en fait l'altitude c'est pas non plus magique. C'est pas parce qu'on va aller en altitude qu'on va forcément aller plus vite. L'altitude ça s'apprivoise et du coup 2 mois avant le record j'ai commencé déjà avant la tentative j'ai commencé à aller en altitude à Tignes, et puis un peu plus bas aussi à Superbès, mais on s'entraînait à l'altitude, on montait à home trainer à 1008, 1009 et puis on s'entraînait. Donc oui, forcément par rapport à Roubaix, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'altitude, une préparation aussi un peu plus audacieuse sur l'entraînement, sur les courses sur route aussi. Voilà, enfin oui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, c'est évident. J'ai perdu un petit peu de poids aussi. Ouais. Ah bon? Justement, par rapport au poids à ton poids de forme, tu en es où là pour ce record de l'heure? Je suis plutôt. C'est pas une question de poids, le record de l'heure, c'est quand même une question de poids-puissance, Oui. mais la puissance. On Ouais, va perdre trop de poids, c'est pas j'ai l'objectif. perdu 1 kg, 1,5 kg par rapport à Roubaix. Bon, voilà, c'est plutôt. Mais j'ai pas perdu de muscle, hein, j'ai perdu plutôt des. J'avais toujours un petit peu des formes, voilà, mais j'ai perdu un petit peu de poids mais bon, c'est vrai que c'est pas. J'ai pas serré la vis, disons que ça s'est fait tout seul, donc j'ai pas cherché à perdre du poids parce qu'en effet, pour le record de l'heure, c'est tout plat, hein, la piste, donc il n'y a pas besoin de. On lutte pas contre la gravité, mais malgré tout, le poids en vélo, ça permet de mieux récupérer et puis d'avoir un meilleur rapport poids-puissance. Il y a combien de chances que tu tentes le record une quatrième fois? À mon avis, zéro, parce que déjà. Tu avais dit ça pour Roubaix déjà. Hein. Ouais. Mais Roubaix, ouais, mais je crois que je t'avais eu au téléphone le dimanche, Pierre. Mais déjà le dimanche ou le samedi soir, j'y pensais déjà à une nouvelle tentative. Donc je le disais pas ouvertement, mais voilà. Et là, ça risque d'être compliqué parce que bon, j'ai envie de passer un petit peu autre chose, faire du vélo un peu plus plaisir, un peu plus voilà, profiter un peu de mes week-ends. J'ai aussi dit à ma compagne que bon, voilà, on allait arrêter un peu les déplacements et puis les contraintes liées au vélo. Donc non, je pense que voilà, demain je donne le maximum. Je veux pas avoir de regrets et puis ouais, je donne le maximum et puis voilà quoi. Après, je ferai un autre vélo qui sera moins contraignant. On est 15, il y a François. peu de Tu chance. peux nous le dire demain, tu vises combien? C'est quoi le tableau de marche demain? C'est 51,5? Je vise au moins 51, ouais. Voilà, je vise au moins 51. Après, voilà, il faut pas rêver. Il faut pas rêver parce que ça reste du vélo et puis c'est dur, hein, honnêtement. C'est tellement dur que on peut pas être prétentieux à dire n'importe quoi. Je vise au moins 51. Voilà, je suis tout proche des 51.
Bon, 150 mètres, c'est quand même énorme. Hein. Il y a des gens qui disent ah bah c'est bête, t'es proche des 51. Oui, c'est vrai, mais 150 mètres, c'est énorme sur la piste, sur un record de l'heure. Donc je disais au moins 51, et puis un peu plus si affinité. Voilà, donc on verra demain. Soyez connectés à 16h sur YouTube. Alors, je voulais finir avec ça, parce qu'en plus, Jérémy est quelqu'un de très connecté lui aussi, Pierre également. On l'est tous les quatre, y compris les gens qui nous regardent, et c'est bien sûr pour cela aussi qu'ils ont vu passer le message. Mais est-ce que demain, si on veut voir des images, je crois que tu as monté quand même tout un dispositif, tu disais qu'il y avait plusieurs personnes autour de toi, pour essayer de médiatiser cette performance, parce qu'il est clair que quand on est un amateur, on n'a pas, même si la performance est tout à fait bluffante, il n'y a pas un retentissement considérable dans les grands médias, dans les médias officiels. Comment tu t'en es accommodé justement de cette réalité? Déjà, j'ai voulu faire partager un petit peu ce que je vivais, parce que j'ai l'impression j'ai de la chance, quoi, honnêtement, j'ai de la chance de vivre ça, et j'ai envie de faire partager ce que je vis, parce que je pense que c'est un peu extraordinaire. Donc, je suis content de pouvoir faire partager ça aux gens. Et du coup, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la com, quelqu'un qui s'occupe aussi des vidéos. Et donc, demain sur YouTube, de 16h à 17h, donc ça sera retransmis sur la chaîne YouTube Vélo de Max. Donc, c'est le nom de. C'est de 16h à 17h. Oui, heure française, tu parles. De 16h à 17h. De 16h. Donc, plus tôt, effectivement, l'autre fois, c'était 18h. Là, c'est 16h, 17h. Et comment vous faites? Vous filmez avec quoi? Vous avez des moyens, c'est des moyens très modestes, ou comment vous vous êtes débrouillé pour faire des images? Bon, là-bas, on a un bon Wi-Fi sortant, donc ça c'est bien. Et après, notre caméraman est bien équipé, il a l'expérience déjà de quelques directs YouTube. Donc toutes les informations que je vous donne là sont sur mon compte Twitter, en fait. Il y aura même un direct sur mon compte Twitter, et puis vous serez connectés si vous voulez. Eh ben, on y sera. Je sais pas si Jérémy pourra y être aussi à un moment ou un autre, parce que Jérémy, ta saison est terminée ou pas? Non, pas encore. Pas encore. J'ai suivi le live Twitter des États-Unis avant le chrono par équipe. C'était sympa. C'est vrai que de suivre la moyenne comme ça, on a pu voir qu'à la fin c'était un peu plus difficile. Ça suit quand même dans les 5 dernières minutes pour saisir. C'est agréable à suivre. Après, moi, j'ai enchaîné avec le chrono par équipe. Et puis, me concernant la saison, du coup, il me reste 3 jours de course sur le Bombardement. 3 jours de course, et ça sera quoi les 3 jours? Ce sera 3 courses en Italie, donc Milan-Turin et Vallée-Varesine. Et le chrono des herbiers? Je serai en vacances. Voilà, donc plus aucun chrono d'ici la fin de l'année pour Jérémy. Ça peut paraître contradictoire par rapport à mon discours, mais j'ai enchaîné 3 grosses saisons. J'ai débuté en Australie, j'ai fini en Chine, aux herbiers l'an passé, en Chine herbier. Donc, c'est beaucoup de fatigue accumulée, et je le paye un peu je l'ai un peu payé cette année, donc j'ai vraiment envie de repartir sur une bonne base l'an prochain. Bon, alors, juste pour conclure, déjà, parmi les gens qui nous ont fait des remarques, des réflexions intéressantes, Émilie qui nous dit chez les dames, faut pas oublier, parce que j'ai parlé tout à l'heure du record complètement passé inaperçu. Hein. Ce record de l'heure, j'ai pas vu une ligne là-dessus dans la presse. François, tu as quand même des gens qui te suivent, je crois, malgré tout, et puis tu as fait le travail nécessaire. Mais alors bon, Molly Van Houveling, personne n'en a parlé. Elle a battu le record de l'heure chez les dames, tout record élite, hein, record toute catégorie confondue chez les dames. Et Émilie nous rappelle que Sarah Storey avait essayé de battre ce record en février dernier, je crois, hein, et qui est cette athlète à la fois qui est médaillée dans les catégories paralympiques, puisqu'elle a une malformation de la main, il me semble, et également médaillée également chez les élites. Elle a échoué dans sa tentative, c'est-à-dire quand même si on est assez haut désormais chez les dames. Donc on est content d'en avoir parlé. J'en profite pour dire d'ailleurs que ce TVLops va faire des petits, va se reproduire, et on parlera de toutes les catégories. Hein. On parlera aussi des dames abondamment, puisqu'il est difficile de le faire sur les médias officiels. Eh bien, on va pas se gêner. Je sais que Pierre, tu le fais aussi sur Direct Vélo. Donc voilà, le message est passé. Florian qui nous dit que pour améliorer l'intérêt du contre-la-montre, il faudrait peut-être organiser en élite des courses d'un jour sous format contre-la-montre le matin, puis course en ligne l'après-midi.
il y en a pas beaucoup, c'est ce que tu disais, François, de toute façon, d'une manière générale, des chronos chez les amateurs, c'est ça? J'ai bien retenu ce que tu as dit. Bah, effectivement, Florian a parfaitement raison. Et bah oui, bien sûr, Spider te souhaite bonne chance. Nous aussi, évidemment, on sera, mais crois-nous, c'est sincère, on sera de tout cœur avec toi, derrière notre écran d'ordinateur. Il y a beaucoup de Français qui vont te suivre beaucoup plus que ceux qui sont venus te voir ce soir. Là, c'est pas un manque d'intérêt, je pense, mais tout simplement parce que c'est une première, c'est nouveau, et bah on est derrière toi. On te souhaite bonne chance. Pour dire sur la phrase de Florian, pour les chronos le matin et la course en ligne l'après-midi, généralement c'est des formats plutôt courts de contre-la-montre, donc c'est pas forcément entre guillemets des vrais contre-la-montre, où j'estime que c'est des vrais chronos au-delà de 20 km. Donc tu préférerais en fait des épreuves qu'on multiplie des épreuves strictement contre la montre dans le style chrono des herbiers, quoi. Enfin n'importe quel contre la montre organisé en tant que tel. 20 km, parce qu'en dessous c'est quand même un effort un petit peu différent, c'est pas les mêmes zones de puissance. Enfin, après ça reste un chrono un peu plus ouvert où les coureurs sont capables de sortir une performance. Mais voilà, après ça peut être une bonne base de travail chez les plus jeunes, en de course. C'est plus dans l'air de temps, peut-être même pour la télé en réalité, parce que c'est long, un chrono de 40 bornes. Sur le Tour de France, ils sont aussi en train de limiter ce format-là, peut-être pour empêcher Froome ou un autre d'atomiser le chrono. Mais bon, c'est un faux problème, parce qu'ils peuvent aussi atomiser une table de montagne. Exactement, je trouve ça dommage que le chrono est un peu délaissé sur les grands tours. Ouais. On a pu observer, là c'est un peu l'homme de télé qui parle, on a pu observer quand même que les chronos faisaient, hormis dans les grandes épreuves type les grands tours, font moins d'audience que les courses en ligne. C'est pas, on n'y peut rien. C'est le chrono des nations ne faisait pas de très bonnes audiences. C'est la raison pour laquelle il est un peu tombé en désuétude au fil des années. Le championnat du monde contre la montre, qui a lieu actuellement, fait toujours des audiences assez décevantes par rapport à ce que réalisent les épreuves en ligne. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut évidemment le supprimer, les oublier, et encore moins décourager bien sûr les moyens de le rendre plus attractif aussi au niveau télévision. Ouais. L'UCI travaille. Des incrustations, des comparaisons de trajectoires, des comparaisons des fantômes, des caméras qui filment les échauffements, enfin plusieurs types de choses à mettre en place, des reportages, des choses qui intéressent pendant leur transmission. En fait, c'est bien quand tu as un enjeu qui dépasse le chrono. Quand tu as le chrono la veille des Champs-Élysées, c'est passionnant parce que le classement général se joue. Malheureusement, il n'y a aucun chrono aujourd'hui qui par lui-même va forcément déchaîner les foules. Oui. Effectivement. Ben, voilà. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je veux pas vous retenir. J'aimerais bien continuer. Et je suis sûr que les gens qui nous suivent, ce qui est remarquable, c'est qu'on n'était pas nombreux, mais que les gens qui étaient là au début sont restés à la fin. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été, trop barbant, bien sûr. Vous vous en doutez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais, Jérémy, que tu nous as donné un petit peu de temps alors que mais c'est bien, on est passé, t'as couché la gamine, hein, c'est ça? Non, ça y est, elle fait dodo. Donc, bon, on te laisse à ta famille que tu retrouves. François, il faudra attendre encore un petit peu pour cela, mais on te souhaite évidemment plein de choses pour demain. D'abord, de te réveiller, que le réveil soit bien branché. N'oublie pas de le mettre ce soir. Et puis Pierre, eh bien, merci d'avoir partagé avec moi cette expérience. J'espère qu'on aura l'occasion. On aura l'occasion de se revoir très vite, je suis sûr, ici, de parler du cyclisme amateur, parce que j'ai dit qu'on parlerait des dames, on parlera du cyclisme amateur aussi, et on parlera évidemment des pros, aussi bien sur la piste que sur le cyclocross. Je le dis aussi sur le cyclocross, puisque la saison ne fait que démarrer, on va s'en donner à cœur joie. Merci à tous, à bientôt. François. Merci beaucoup. Au revoir, François. Au revoir. Merci, à bientôt.